Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous ce soir pour animer la suite de cette soirée de rentrée du plaidoyer de l'ESS. Comment libérer l'initiative citoyenne, comment mieux représenter l'ESS, comment avoir un meilleur accès aux capitaux privés, comment soutenir l'économie des territoires pour accompagner ces transitions et faire de l'ESS la norme de l'économie de demain. Eh ben, ce sont toutes ces questions et les enjeux qui viennent d'être évoqués, vous l'avez entendu dans cette vidéo, et que je vous propose de développer ensemble dans la suite de cette soirée avec une table ronde en 2 séquences. Alors dans cette première séquence, nous allons nous interroger avec nos invités sur la manière de construire, de consolider une démocratie sociale et citoyenne. Et puis dans la deuxième séquence de cette table ronde, avec d'autres invités que j'inviterai ensuite sur l'estrade, nous interrogerons sur les leviers à mettre en place pour développer l'ESS économiquement et territorialement. Alors chaque séquence va durer une trentaine de minutes à peu près, et puis sera suivie d'une dizaine de minutes avec de questions-réponses avec la salle pour que vous puissiez poser vos questions, notez-les sur un bout de papier, et nous terminerons à 19h30. Voilà pour le programme. Je vous présente maintenant les invités qui sont ici avec moi. Claire Toury, présidente du mouvement associatif, Hugues Vidor, président de l'UDS, l'Union des employeurs de l'économie sociale, et puis Guy Benaroche, sénateur des Bouches-du-Rhône. Bonsoir à tous et bienvenue. Bonsoir. Alors comment construire cette démocratie sociale et citoyenne, et surtout quelles solutions mettre en place sur les 5 années du quinquennat en cours? C'est une question d'actualité alors qu'Emmanuel Macron, on en a parlé, a convoqué la semaine dernière un Conseil national de la refondation pour revivifier cette démocratie et associer l'ensemble des acteurs du pays. L'objectif ici n'est pas de débattre de cette instance, mais plutôt de souligner le rôle déjà déterminant des acteurs de l'ESS dans le développement de cette démocratie plus mature, plus sereine, parce qu'elle implique déjà les citoyens. Alors, première question, pourquoi y a-t-il urgence à revivifier la démocratie? Est-ce qu'on peut dire que la démocratie est en danger en France, Claire Toury? Alors, bonjour à toutes et à tous. La question à 20 millions d'euros. Entrons directement dans le débat. Effectivement. Alors, je ne sais pas si on peut dire que la démocratie est en danger. Enfin, c'est peut-être un peu dramatique comme manière de qualifier la situation démocratique en ce moment. Par contre, pourquoi ça ne va pas et pourquoi il y a urgence? Regardons le taux de participation aux dernières élections. Enfin, rien que ça, c'est quand même assez préoccupant de voir qu'année après année, l'abstention croît, que l'abstention des plus jeunes, notamment, frôle une quasi... Enfin, je ne sais pas quel est le bon terme, mais je crois que c'est 80% d'abstention aux élections départementales et régionales, si je ne dis pas de bêtises, plus de 80% d'abstention chez les moins de 25 ans. Donc, on ne peut pas dire que ce soit extrêmement satisfaisant. Après, ça ne veut pas dire, et c'était très bien dit par Frédéric Frender dans la vidéo, on ne peut pas dire que les gens ne s'engagent pas. Ce n'est pas vrai. Les gens s'engagent, les gens se mobilisent au quotidien. On le voit bien dans nos organisations. C'est 20 millions de bénévoles aujourd'hui en France. C'est considérable. Pour ce qui est du monde associatif que je connais le mieux ici, c'est 1,5 million d'associations, c'est près de 70 000 structures qui se créent chaque année. Donc il y a une volonté d'engagement extrêmement forte de la part des citoyennes, des citoyens. Après, il y a quand même un sujet. Comment est-ce qu'on peut expliquer un engagement très fort d'un côté et une abstention aussi importante de l'autre? Bon, on ne va pas faire un cours de sciences politiques aujourd'hui, mais il ne faut pas non plus avoir fait une grande thèse pour se rendre compte qu'il y a un problème peut-être de rencontre entre les deux. Et si on enquête un petit peu, si on regarde de façon un peu plus fine, il y a un sujet de confiance vis-à-vis des institutions. Alors Jérôme Sadier parlait dans son introduction de la situation des jeunes, mais c'est pas seulement vrai pour les jeunes. Il y a un problème de confiance dans les institutions. Est-ce que les institutions sont efficaces? Est-ce qu'elles sont opérantes? Et on a un sentiment très fort chez nos concitoyennes et concitoyens, et on peut pas d'ailleurs toujours les blâmer, que les institutions ne sont pas toujours en capacité de répondre aux problématiques qu'ils et elles rencontrent. Comme s'il y avait une inadéquation en fait entre la promesse et puis ce qui est développé par les pouvoirs publics. Je ne sais pas si c'est une inadéquation entre la promesse et ce qui est développé par les pouvoirs publics, mais en tout cas c'est une inadéquation entre les problématiques rencontrées et les solutions proposées. Et ça, je crois que c'est en partie lié à une défiance très forte qui est peut-être en train de se gommer, je le souhaite, du pouvoir politique, des pouvoirs
du gouvernement, on va dire, vis-à-vis de la société civile. On a quand même, on a un Conseil national de la refondation qui vient d'être lancé, et c'est intéressant, et on va pas commenter ça, mais en tout cas c'est intéressant pour ce qui concerne la reconnaissance de la société civile et sa capacité à identifier et à porter des solutions. Par contre, on sort quand même d'un quinquennat où le rapport au corps intermédiaire a été quand même assez problématique. Et la crise sanitaire a un petit peu arrangé la situation de ce point de vue-là, mais on a quand même eu des moments extrêmement compliqués où, en tant que corps intermédiaire, en tant que société civile organisée, on n'a pas été entendu, écouté, reconnu. Et je ne dis pas que c'est que la faute de ce quinquennat, hein. Je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent expliquer ça, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'on n'arrivera pas à sauver la démocratie, en tout cas, si c'est ça l'enjeu, sans un dialogue beaucoup plus fort, beaucoup plus renforcé entre les pouvoirs publics, celles et ceux qui s'engagent au quotidien, donc la société civile organisée, et puis les citoyennes et citoyens qu'on doit aussi embarquer dans un discours collectif, politique très fort. Et peut-être pour finir, ça c'est un message pour nous-mêmes, nous acteurs de la société civile, on est engagés, mais souvent on est engagés sur des causes. Et moi je trouve qu'il y a un enjeu vraiment très important, et je le disais la semaine dernière au congrès de la mutualité française, à collectiviser les causes. C'est intéressant de se mobiliser pour le climat, c'est intéressant de se mobiliser pour l'égalité, pour l'accueil des réfugiés, enfin pour tout un tas de choses, mais quel discours collectif on construit et quel projet de société on veut porter. Et donc je pense qu'il faut qu'on assume que nous sommes des organisations politiques, non pas partisanes mais politiques, et donc du coup qu'est-ce qu'on veut porter et comment on veut voir le monde se transformer. Et ça c'est un vrai enjeu de mise en récit, d'où l'intérêt des collectifs auxquels on appartient tous. Hugues Widor, vous partagez le constat de Claire Toury. Il y a une mise en récit qui est nécessaire pour aller contre cette défiance dont Claire Toury a parlé. Oui, tout à fait, effectivement, parce qu'il y a des liens à faire, il y a des articulations à trouver, et j'en veux pour preuve ma présence ici, et je remercie Jérôme Sadier de m'avoir invité en tant qu'organisation patronale multiprofessionnelle de l'économie sociale et de l'UDES, parce que je pense justement que c'est dans cette capacité à développer des liens entre les acteurs que nous pourrons faire reconnaître de façon plus forte et plus durable l'économie sociale et solidaire entre les acteurs du dialogue civil et entre les acteurs du dialogue social. On partage une même vision. Elle a été exprimée tout à l'heure, donc je ne vais pas y revenir, sur une vision sociale de l'économie avec partage de valeurs autour d'une société qui fasse cohésion, une société qui lutte contre les inégalités et qui évite justement qu'on ait des personnes qui soient au bord de la route. Et dans le plaidoyer de l'UDES pour les élections présidentielles et pour ce quinquennat qui s'ouvre, il y a justement l'ensemble de ces questions qui sont sous-jacentes et qui sont d'une forme de déclinaison de cette conviction partagée entre les acteurs. Et ça rejoint ce que dit Claire Toury à l'instant, c'est-à-dire être en capacité de dépasser nos approches qui peuvent être sectorielles pour envisager la problématique plus transversale sur la question de l'emploi, sur la question du CARE. Le directeur ou le vice-président de la FEAP vient de l'illustrer en expliquant que sur les problématiques du CARE, on a des enjeux qui sont absolument considérables devant nous. On parle des déserts médicaux, on parle de la révolution de l'offre, on parle de la question du financement. Sur la question de la transition écologique, c'est de la même manière. Cette réalité, ça a été dit au Conseil national de la refondation assez fortement par la personne qui représentait le Conseil au climat, c'est quelque chose qui s'impose à nous et sur lequel les acteurs ont un rôle important à prendre. Et donc, je voudrais dire de ce point de vue que je suis assez heureux d'être ici aujourd'hui parce que sur l'ensemble de ces questions, cette interaction, elle est nécessaire. Et si je prends juste un point d'actualité, assurance chômage. Sur l'assurance chômage, c'est transverse à l'ensemble de nos secteurs et de nos problématiques. Et là, on est allé voir Olivier Dussopt juste après sa nomination pour lui dire les problèmes que ça nous posait par rapport à l'affiliation des saisonniers, qui fait qu'aujourd'hui, ils ont besoin d'être affiliés 6 mois pour pouvoir bénéficier d'une allocation. Ça pose des problèmes et donc ça joue sur la question de la précarité. Moi, j'ai été heureux également, et Jérôme en a parlé, si je regrette aussi l'absence de SS France dans les invités, mais le fait qu'on ait pu trouver des convergences entre les acteurs
qui étaient présents, sans revenir sur l'objet de la démarche, mais de dire les acteurs de l'ESS étaient présents ensemble et ont été capables ensemble, avec des voix différentes, avec des postures différentes. Le mouvement mutualiste était représenté, et aussi le mouvement associatif avec Claire, mais également des représentants d'associations et de jeunes. Et je crois que c'est capital que nous ayons été en capacité de peser sur la discussion pour faire que finalement ces sujets, sur la question de la participation citoyenne par exemple, sur la question de l'adaptation du modèle productif, sur la question des inégalités soient prises en compte. Ça, c'est quand même une avancée absolument formidable. Moi, je voudrais juste insister, un dernier point, c'est sur la question des différentes ruptures qu'on a pu observer. Il y a la rupture qui existe entre la France urbaine, la France rurale, mais je veux le dire de cette manière, c'est par rapport à toute la problématique de l'accès aux droits. Et il y a aujourd'hui en France une vraie problématique de l'accès aux droits. On parle des déserts médicaux, mais on parle aussi de l'accès aux prestations sociales. Et de ce point de vue, il y a des efforts à faire qui sont des efforts transversaux sur l'ensemble des champs. Et enfin, sur 2 points, c'est à la fois la jeunesse et à la fois les personnes en perte d'autonomie et handicap, où là, il y a nécessité de prendre le sujet à bras-le-corps. Alors, sur la question du vieillissement, je l'ai dit tout à l'heure, mais sur la question des jeunes, on observe une véritable déshérence dans un certain nombre de milieux. Je ne dis pas à tous les jeunes, ce serait pas tout à fait juste, mais il y a une inquiétude forte. Et le fait qu'il y ait une crise climatique, aujourd'hui, qui perturbe complètement nos écosystèmes, fait que l'avenir pour les jeunes, il est quand même assez sombre. Et donc, il faut retrouver une ambition partagée, il faut prendre les sujets à bras-le-corps pour qu'on fasse société. Et c'est dans ce cadre-là que, en tout cas, l'UDES s'inscrit totalement dans ce projet. Merci Hugues Widor. Monsieur le sénateur, en tant qu'élu, Guy Benarroche, faire société, Hugues Widor vient de parler de déshérence des jeunes. Comment est-ce que finalement vous réagissez à ce que vous venez d'entendre ? Et j'ai une question qui est peut-être trop large et à la fois peut-être bateau, mais est-ce que la démocratie représentative suffit-elle finalement à l'expression citoyenne et à aller susciter cet engagement, notamment chez les plus jeunes ? Bonsoir. Oui, effectivement, la question est un peu vaste. Alors, je vais vous répondre d'une manière laconique, on va dire. La réponse est non. Non, la démocratie représentative n'est pas suffisante. Bon. Une fois qu'on a fait cette réponse, le constat qui a été fait par Claire et par Hugues est assez proche de la réalité de ce que nous percevons. Et en fait, la crise démocratique que nous percevons, que nous appelons souvent comme une des trois crises les plus importantes actuellement, avec la crise écologique et la crise sociale, en fait, aboutit et la conséquence à la fois d'un certain nombre d'événements qui se sont produits depuis quelques années, qui ont fait que les gens pensent effectivement à la fois qu'ils sont déclassés, qu'ils sont loin, comme vous venez de le dire, de l'organisation administrative de la société, en même temps que les politiques, en fait, n'arrivent pas à résoudre ces crises et ces phénomènes, et qu'en fait, ils n'ont pas le rôle qu'ils devraient avoir, ils n'ont pas l'importance qu'ils devraient avoir, que le pouvoir, en fait, n'est plus là. Et en fait, cette question de le pouvoir n'est plus là fait qu'il y a une crise démocratique et que la démocratie représentative joue plus son rôle. Parce que si le pouvoir n'est plus là, comment voulez-vous effectivement vous mobiliser sur uniquement des points d'ancrage démocratique qui seraient les élections ? Autrement dit, est-ce qu'il y a beaucoup d'abstentions ? Oui, mais pas que dans les élections politiques, je vais en parler 2 secondes. Il y a aussi des abstentions, il y a aussi de moins en moins d'engagement et de présence dans les assemblées générales aussi, par exemple des syndicats ou des associations. Donc je veux dire, tout ça relève du même phénomène qui fait que chacun pense, en fait les citoyens, beaucoup, et les jeunes encore plus que les autres, que les lieux de pouvoir ne sont plus là. Et si les lieux de pouvoir ne sont plus là, effectivement, pourquoi se mobiliser uniquement sur ces temps démocratiques forts qu'étaient les élections, par exemple ? Alors bien sûr, il n'y a pas eu de solution. Il y a un panel de solutions possibles. D'ailleurs, personne n'a trouvé pour l'instant une solution pérenne. Lorsque le Sénat, par exemple, a donné les rapports de sa mission d'information sur comment redynamiser la culture citoyenne, qui correspondait à cela, on a eu l'occasion, j'en faisais partie, d'auditionner un certain nombre d'acteurs associatifs, syndicaux, politiques, de maires de petites communes, de grandes communes,
cela a eu un intérêt majeur, c'est de montrer à quel point tout un tas de gens, ici ou là, essayaient de trouver des solutions qui n'étaient pas forcément les mêmes, d'ailleurs, ici ou là, mais qui étaient adaptées soit à un territoire, soit à un type on va dire un profil sociologique d'un territoire, parce qu'effectivement, c'est pas pareil partout et on ne peut pas résoudre le problème avec une solution miracle. Mais il y a des tas de solutions. Je ne vais pas parler de celle de la mission d'information, parce que c'est assez généraliste et ça n'allait pas finalement très très loin. Mais le CESE aussi a fait un travail assez important là-dessus. Et des solutions, il y en a. J'en parlerai peut-être un peu plus tout à l'heure. Des solutions à essayer de mettre en œuvre. Encourager une citoyenneté active ou mieux éduquer, former les citoyens, c'est bien. Repenser les pratiques démocratiques, c'était les conclusions de la mission pour approcher les citoyens des institutions, c'est bien. Mais d'un autre côté, pour que les citoyens s'engagent, il faut aussi qu'ils aient l'impression qu'ils peuvent jouer un rôle. Et par exemple, sans déflorer ce qui va arriver tout à l'heure, jouer un rôle, ça ne veut pas dire simplement être consulté, mais ça veut dire pouvoir décider, et pouvoir décider même au-delà du cadre d'une démocratie représentative, si on veut. Et vous me servez une transition parfaite vers ma prochaine question, merci beaucoup. Comment effectivement donner aux citoyens ce sentiment et cette vérité de jouer un rôle concret, et notamment en allant vers les territoires. Et ça, c'est très important, cet ancrage dans les territoires. J'aimerais peut-être qu'on mette en avant justement combien l'ESS est déjà finalement un outil d'expression de la démocratie. Claire Toury, dans le modèle associatif, on voit le modèle associatif est un modèle d'expression citoyenne en lui-même, dans sa construction déjà. Oui, mais alors, si vous voulez bien, avant de répondre à ça, je voudrais juste réagir sur un point sur les jeunes, parce que sinon je vois Animafac trépigner, là, ils vont m'en vouloir jusqu'à la fin des temps si je réagis pas. On peut pas dire qu'ils s'engagent pas, hein. Je pense qu'il faut pas qu'il y ait de malentendus. C'est ce que vous avez dit dès le début d'ailleurs, hein. Il y a de l'engagement, vous l'avez dit. Il y a un engagement qui est très fort, qui est parfois mal compris, qui est parfois pas capté par nos organisations pour tout un tas de raisons, mais juste qu'il n'y ait pas de malentendus. Les jeunes s'engagent comme les autres en fait. Enfin, d'ailleurs, les jeunes, ça veut tout et rien dire. Donc voilà, c'était juste un petit point parce que je les voyais un peu et je me disais... alors, sur la question du modèle associatif, bah oui, c'est un exercice en soi que de faire partie d'une association. Enfin voilà, quand vous êtes tous et toutes engagés, a priori, si vous êtes présents ici, quand vous vous rassemblez avec des individus dans des organisations, c'est pas forcément des gens que vous appréciez. Hein, faut quand même le savoir. Parfois, on s'aime pas, on s'entend pas, mais on est obligé de trouver des points de convergence pour trouver des solutions, régler des problèmes, porter des causes. Et c'est ça, en fait, le modèle associatif. Mais c'est vrai pour d'autres... pour l'ESS en général. Les associations, si on se rappelle un peu d'où ça vient, les fondamentaux du modèle associatif, c'est des individus qui se rassemblent à un moment sur un territoire. Au départ, c'est très local, souvent, autour d'un projet, autour d'une cause, et c'est extrêmement concret. Et c'est une volonté de trouver des solutions à des problématiques précises. Des solutions qui ne sont pas trouvées ailleurs. Enfin, je ne sais plus comment on le disait, mais pardon, je fais référence encore une fois au Congrès de la Mutualité française, mais dans son propos introductif, Benoît Payan disait que les organisations de l'ESS étaient là pour répondre aux impensés du monde. Alors c'est peut-être un peu fort, mais je trouve que c'est assez intéressant de se dire ça. C'est un moment, il y a des problématiques, il n'y a pas de solution, ou alors les solutions proposées, elles ne sont pas en adéquation ni avec les besoins, ni avec les attentes, ça ne matche pas, ça tombe à côté. Et donc c'est des citoyens, des individus qui décident ensemble, et le collectif, et c'est fondamental là-dedans, qui décident ensemble d'identifier des solutions et donc de dépasser des problèmes. Mais c'est un exercice démocratique en soi, parce que décider avec ses copains de partir en vacances, a priori, c'est pas très compliqué. Décider avec des gens qui ne pensent pas toujours comme nous, qui ne sont pas toujours d'accord avec nous, que sur ce projet-là, sur cette cause-là, il faut qu'on arrive à identifier des solutions collectives, c'est un exercice démocratique en soi. Ça, c'est un premier point. Et peut-être un deuxième point, l'engagement associatif, mais l'engagement dans l'économie sociale et solidaire, c'est du pouvoir d'agir surtout. C'est dire à un moment à une personne qu'elle peut porter un projet elle-même, elle peut défendre une cause elle-même. Pardon, je répète un peu toujours ces mots-là, mais je trouve que c'est assez transparent. Et donc, ce n'est pas déléguer son pouvoir à quelqu'un d'autre, c'est prendre le pouvoir et décider qu'on est en capacité de faire quelque chose, et on n'est pas expert de tous les sujets, mais on développe des expertises d'usage, et donc ces expertises d'usage, elles doivent être considérées au même titre que d'autres. Ça, c'est pour le modèle associatif. Hugues Widor, est-ce que finalement, cette expression citoyenne, elle est aussi possible dans les entreprises, et dans les entreprises de l'ESS particulièrement? Est-ce que l'entreprise peut être un lieu peut-être d'apprentissage de la citoyenneté ? Oui, alors moi je commencerai peut-être en disant que
l'ESS en elle-même et les entreprises de l'ESS constituent un véritable atout. Atout parce que ça permet de résoudre un certain nombre de crises. On parlait tout à l'heure de crises, par exemple, sur les questions d'accueil, sur les questions d'intégration, sur les questions d'emploi. Eh bien, les entreprises de l'ESS, sous ces différentes formes, qu'elles soient associatives, mutualistes, coopératives, offrent des solutions. Et on ne le sait pas suffisamment assez. Jérôme Sadier parlait tout à l'heure de la nécessité de la communication. Et je pense que ça, c'est un levier capital pour bien faire reconnaître et faire accepter dans la conscience publique et auprès de l'ensemble de nos concitoyens de la force de l'ESS sur les territoires. 10% de l'emploi en général, 14% de l'emploi privé, on est sur des échelles de 8 à 10% du PIB. Bon, c'est un secteur qui est considérable, c'est-à-dire qu'on est présent sur les questions d'insertion, sur les questions du médico-social, comme ça a été dit, d'aide à domicile, dans le cadre de la transition écologique, sur le recyclage, sur le logement, bref, je ne vais pas les citer tous, mais c'est des domaines qui sont à la fois transversaux, mais qui prouvent que dans le champ de l'ESS, on offre des solutions. Et donc, on participe de ce fait à la question de la citoyenneté. On est des acteurs de citoyenneté. L'autre aspect, effectivement, c'est de permettre que cette vie démocratique puisse s'inscrire et se développer. Alors, c'est vrai pour les associations dans la gouvernance, et c'est vrai aussi dans un certain nombre de structures qui font que le salarié a toute sa place dans la gouvernance. C'est les SCOP, mais je ne vais pas prendre la parole des représentants de la CGSCOP ou du monde mutualiste, mais le fait c'est que cela existe. Et si je prends des milieux que je connais très bien, par exemple les centres sociaux, vous avez un tiers du membre du conseil d'administration qui sont des salariés. Dans le domaine du domicile, les 4 fédérations du domicile, vous avez dans le conseil d'administration de la fêtière des représentants des salariés. C'est un enjeu, ça, finalement de renforcer la présence des salariés dans les CA. C'est très très important. Et c'est d'ailleurs pour cela que l'UDES a pris une initiative. L'appel des employeurs, c'est ça? L'appel des employeurs engagés. J'allais vous poser la question. Voilà, donc c'est important de le dire. Être employeur nous oblige, être employeur de l'économie sociale nous engage. Et on disait qu'on voulait être un peu les têtes de pont dans cette réflexion et dans cet affichage pour dire on a des valeurs, c'est vrai. C'est pas simplement important de les afficher, mais il faut les vivre. Et dans cette façon de les vivre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour les 35 000 entreprises qui adhèrent via les syndicats d'employeurs à l'UDES, ça représente 1 million de salariés, c'est déjà un échantillon intéressant, mais l'ambition est plus large. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement auprès des 35 000, c'est auprès de l'ensemble des entreprises qui le souhaiteront de l'économie sociale et solidaire. Sur quoi? Sur les questions de qualité de vie au travail, sur la question de favoriser le dialogue social dans l'entreprise. On est des acteurs du dialogue social. On est des acteurs du dialogue social dans l'entreprise. Au niveau de l'UDES, on est des acteurs du dialogue social au niveau des branches professionnelles. Chacune des 16 branches de l'UDES négocie des accords. On est négociateur au niveau multiprofessionnel. Évidemment, on travaille avec les pouvoirs publics sur ces sujets. Donc, c'est des sujets qui sont à la fois économiques. Là, aujourd'hui, on a la question de l'inflation, mais on a la question aussi de la promotion du modèle et de la défense des intérêts de nos membres. Si je prends le médico-social, il y a la nécessité d'avoir une revalorisation des métiers, ou comme dans certains métiers, il y a cette question d'image. Donc, pour revenir aux employeurs engagés, dialogue social, qualité de vie au travail, promotion de la personne, accompagnement de la mutation sur la question écologique, parce que ça ne va pas se faire tout seul, et ce n'est pas un réflexe naturel. Et enfin, la participation à la gouvernance des salariés. Alors, ce que nous avons fait, juste pour terminer, c'est que ce n'est pas un plaidoyer qui a été signé juste par l'UDES, c'est par l'ensemble des 23 organisations professionnelles membres de l'UDES, qui elles-mêmes se sont engagées à le déployer et qui ensuite s'engagent à nous faire un retour. Donc on fera un point tous les 2 ans pour mesurer la mise en œuvre de cet appel. Ce n'est pas simplement un appel et on s'en va, c'est comment est-ce qu'on s'engage et comment est-ce qu'on prouve finalement d'une certaine manière que la marque employeur de l'économie sociale et solidaire a du sens, et de dire que quant à l'attente de nos concitoyens, quant à l'attente des jeunes, justement, de s'engager dans des métiers qui ont du sens, l'idée c'est qu'on soit tous au niveau
Voilà. Ben, ça veut dire que c'est pas seulement une déclaration, mais ça nous engage sacrément, parce qu'il y a du boulot. Donc on le voit dans les différentes acteurs, dans les différents statuts des acteurs de l'ESS, combien effectivement cet exercice démocratique est déjà présent et combien l'ESS est vecteur de démocratie maintenant. Et ensuite, je vous demanderai de réagir, Monsieur Benaroche. J'aimerais que vous nous disiez, Claire Toury et Hugues Vidor, quelles sont vos attentes, parce que finalement, quelles sont les contraintes que vous rencontrez dans cette expression de la démocratie au sein de vos structures. Peut-être Claire Toury, je crois que vous avez des attentes très fortes de la part des pouvoirs publics de finalement d'avoir une certaine autonomie d'action, de pouvoir aller plus loin dans ce pouvoir d'agir dont vous parliez. Oui, alors je sais pas si on a des attentes très fortes. Oui, après, en fait, c'est ce que je disais, hein, on a eu 5 années un peu difficiles. Voilà, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Ça n'a pas très bien commencé, ça s'est pas très bien terminé. C'est un nouveau quinquennat qui s'ouvre. J'ai pas de procès d'intention vis-à-vis de ce qui va se passer. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que on subit quand même assez souvent des contraintes, des lourdeurs, et ça c'est extrêmement problématique, hein. La ministre le disait dans son discours, il faut que l'ESS ait une économie de la coopération. Bon bah super, moi je veux bien, hein, qu'on coopère, et c'est ça, c'est ce qu'on souhaite. Il y a des fois où c'est pas possible parce qu'on nous impose des contraintes, et on parlait de la question européenne, je crois que c'est Jérôme qui en parlait dans son discours. Le sujet européen, c'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup aussi, hein, au sein du mouvement associatif. Il y a des contraintes européennes qui sont parfois très lourdes, qui peuvent impliquer que les marchés publics remplacent les subventions, donc c'est encore des contraintes pour les organisations associatives. On a relancé une campagne récemment avec Exopé, mon association Je l'adore, j'y adhère, puisque la crise sanitaire a eu des conséquences aussi assez lourdes sur l'adhésion dans les associations, donc ça va un petit peu mieux. Mais la désadhésion, ça, on va le régler. La problématique qui s'offre à nous aujourd'hui, c'est l'accès aux responsabilités. Il y a un certain nombre de territoires où on a beaucoup de mal à trouver des présidents. Alors, il ne faut pas toujours un président dans une association, pareil, idée reçue, mais bon, en tout cas, à trouver des dirigeants, des responsables bénévoles, parce que jusqu'ici, c'était occupé beaucoup par des retraités qui se sont rendus compte avec le Covid que c'était sympa parfois d'avoir du temps pour eux, et on les comprend. Et du coup, il faut prendre... Enfin voilà, il y a une place à prendre. Et c'est difficile. Et pourquoi c'est difficile ? Parce qu'encore une fois, il y a des contraintes, il y a des lourdeurs. Et ça, voilà. Donc ça, il y a un vrai enjeu de simplification. Ça, c'est un des premiers points. C'est quelque chose qu'on porte beaucoup. Il y a un enjeu de reconnaissance aussi, reconnaissance de l'action associative, de ce qu'elle permet dans les territoires, mais pas seulement, aussi vis-à-vis de l'action publique, au service de l'action publique. Et au-delà de la reconnaissance, un manque de connaissance aussi de ce que vous êtes et de ce que vous faites. Ah, mais je pourrais vous donner tout un tas d'exemples. Mais on en a eu un récemment, voilà, à Bercy. On parlait de Bercy. Je vous donne cet exemple très concret. Il y a eu un décret qui a été sorti pour soutenir les services culturels, les secteurs culturels, touristiques très impactés par la crise sanitaire. Le décret Cofix. Et puis Bercy a oublié les associations. Surprise. Et donc là, réunion à Bercy. On dit où sont les associations ? Et on nous répond, les associations n'ont pas d'excédent brut d'exploitation. Donc quand on dit ça devant des commissaires aux comptes, tout le monde éclate de rire. Voilà, donc si les associations, comme d'autres, ont des excédents bruts d'exploitation, et donc les associations, comme d'autres, ont été fortement impactées. Et là, on se rend compte qu'il y a une méconnaissance très forte entre les hauts fonctionnaires, les fonctionnaires, et puis les acteurs de terrain que nous sommes. Mais bon, faut qu'on progresse, mais il faut pas faire comme si ça n'existait pas. Et il y a un vrai enjeu là-dessus. On a plein d'autres attentes, hein, mais en tout cas... Moins de lourdeur, plus de reconnaissance et plus de connaissance. Plus de reconnaissance, une reconnaissance aussi de ce qu'est la liberté associative. Voilà, donc quand on est des acteurs associatifs, on doit pouvoir conduire des projets. On est des acteurs de la République. On a eu des discussions un peu compliquées aussi à la fin du dernier quinquennat sur le contrat d'engagement républicain qu'on doit désormais signer. On continue de se mobiliser contre ce contrat d'engagement républicain. Mais voilà, je dis pas que l'intention des pouvoirs publics, c'est de nous compliquer la vie. C'est pas ce que je dis. Je pense que c'est pas ça. Je pense qu'il y a parfois une méconnaissance, des impensés, des contraintes qui nous sont imposées, et ça a un effet extrêmement contre-productif. On peut pas, en fait, se dire qu'il faut revivifier la démocratie, qu'il y a tout un tas de problèmes sociaux, économiques, très lourds dans les territoires qu'il faut qu'on règle. On peut pas dire qu'on veut inciter l'engagement du plus grand nombre et continuer à fonctionner comme ça. Ça, c'est sûr. Hugues Vidor, vous avez un...
Le message est porté. Hugues Widor, vous avez un message aussi ou quelque chose, une contrainte que vous aimeriez lever, c'est celle de la représentativité. Vous parliez des 23 branches qui étaient au sein de l'UDES et c'est ce problème de la représentativité. Jérôme Sady en a parlé également. Pour vous, c'est peut-être ça la principale contrainte que vous rencontrez et qu'il faudrait pouvoir lever pour... Oui, donc on est dans le même état d'esprit que Claire Toury par rapport à ça, c'est-à-dire c'est à la fois une méconnaissance et un manque de reconnaissance. Et pour ce qui concerne, en termes de posture de l'UDES, le manque de reconnaissance, il s'établit sur un certain nombre de sujets et de paramètres qui nous sont propres, à savoir les questions... de reconnaissance d'un certain nombre d'instances. Il faut savoir qu'en France, on a un certain nombre d'instances, évidemment la CNAF, par exemple, des institutions, la CNAF, la CNAV, le Conseil national de solidarité et autonomie, le CESE européen, etc. Donc on a progressé dans l'ensemble de ces champs, je dois le dire quand même, par rapport à ce qui a été fait dans la fin du dernier quinquennat, où on a senti une évolution sensible entre la première partie et la deuxième partie sur la place des corps intermédiaires, et notamment les partenaires sociaux. On a été plus associés, on a, en tout cas au niveau de l'UDES, été reçus tous les 6 mois par le Premier ministre et la ministre du Travail et la secrétaire d'État à l'ESS dans cette configuration bilatérale assez spécifique qui nous a permis de développer les sujets, nos attentes, les problématiques d'emploi, les problématiques fiscales et économiques dans le champ des entreprises et pour les employeurs de l'économie sociale. Mais il reste un certain nombre d'avancées, et quand on parle de contraintes, c'est dans cet univers-là qu'on se situe, donc sur les questions de protection sociale, qui sont pour nous assez sensibles et assez stratégiques quand on parle par exemple de la question des retraites. Ne pas être au Conseil d'orientation des retraites nous pose question. Ne pas être au Conseil à l'assurance maladie nous pose question. Ne pas être à la CNAF alors qu'on est gestionnaire sur les territoires de petite enfance, de centres sociaux, d'aide de soins à domicile, de médico-social, et on n'est pas à la CNAF, là où se décident les politiques. Et je pourrais prendre un certain nombre d'exemples. On a progressé, mais on n'est pas encore allé au bout de l'histoire, et c'est tout à fait désagréable, alors qu'on voit d'autres acteurs interprofessionnels institués y participer, alors qu'au fond, ils sont très peu impliqués dans la gestion des dispositifs. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, qui est plus fondamental, je dirais, qu'a évoqué Jérôme Sadier tout à l'heure, c'est la place de l'UDES dans le dialogue social national, puisqu'on a une contrainte nouvelle qui arrive, c'est que vous savez qu'en France, il y a une volonté de réduire le nombre de branches. On était autour de 750, on est arrivé globalement à 250 et les pouvoirs publics, même si un fameux rapport dont je ne citerai pas le nom n'a pas été publié, mais en gros l'objectif c'est d'arriver à 80. On participe à cette volonté du rapprochement des branches, sauf que si elle va au bout du bout, eh bien les critères dans lesquels on était, les critères du multipro, qui nous permettaient d'ester en fait à table des négociations, ne seront plus remplis. Alors c'est pas pour demain pour l'UDES, mais c'est pour demain par exemple pour la FNSEA, puisque la FNSEA n'a plus qu'une convention collective alors qu'il en faut 10. Donc ça pose des difficultés. Donc ça c'est un premier champ. On travaille là-dessus avec le ministère, on travaille là-dessus avec un certain nombre d'alliances, je ne dis pas des amis, je dis des alliances, qui sont la FNSEA et la FESAC dans le champ de la culture, et il faudra qu'on aborde la question avec le MEDEF, on en a déjà parlé avec Geoffroy Draud de Bézieux, avec la CPME et avec l'UDB, parce que c'est des problèmes centraux sur la place de l'ensemble des acteurs multipros, c'est-à-dire des champs comme ceux de l'économie sociale, mais ceux de l'agriculture et ceux de la culture. Comment penser en France le dialogue social en mettant de côté l'ensemble de ces acteurs? Donc, je ne pense pas que ce soit l'intention du gouvernement, mais il faut quand même le régler. Et enfin, je termine sur toujours les sujets financiers, qui sont quand même le nerf de la guerre pour toute organisation, parce qu'on s'estime on estime qu'on n'a pas un traitement très favorable, ou plutôt exactement défavorable, par rapport à nos alliés ou bref, ceux qui siègent à l'Interpro. Là, il y a vraiment un traitement qui est très, très différent et qui fait que nos moyens ne sont pas à la mesure des ambitions que nous avons et ne sont pas respectueux de l'ensemble des employeurs de l'économie sociale. Donc, c'est des sujets sur lesquels nous allons nous battre, et sur lesquels nous espérons avoir le soutien du ministère, évidemment, de l'économie sociale et solidaire.
Merci. Monsieur le sénateur Guy Benaroche, une réaction et peut-être un mot pour conclure cette première séquence dédiée à la démocratie citoyenne et sociale et la place, le rôle de l'ESS dans l'expression de cette démocratie. Oui, je découvre que la France est un pays de contraintes. Je ne le découvre pas, mais nous le savons tous. Et par exemple, vous parliez du contrat d'engagement républicain, que nous avons combattu vainement pendant des heures au Sénat avec mon groupe, mais avec d'autres aussi. Effectivement, c'est une contrainte supplémentaire imposée à tout le mouvement associatif pour en fait résoudre un problème qui n'avait rien à voir avec l'engagement du mouvement associatif et avec les gens qui y étaient. Donc en fait, ces contraintes-là qui s'ajoutent ne permettent pas effectivement de penser, et elles sont contradictoires avec la volonté de faire de l'ESS comme des associations des acteurs de la citoyenneté. Et donc c'est un réel problème. Maintenant, il ne faut pas aussi se voiler la face. Je veux dire, on l'a bien vu tout à l'heure lorsque vous avez présenté la place de l'ESS dans les médias, et on l'a bien vu au congrès de la mutualité française, auquel j'ai participé également, lors de l'introduction de ce congrès, où en fait la mutualité française cherchait un slogan, et que ce slogan en fait correspondait en fait à essayer de montrer et de prouver quelle était la raison d'être de la mutualité française. C'est comme ça que j'ai perçu. Si on est obligé aujourd'hui de spécifier ce qu'est l'ESS et de montrer en quoi il est nécessaire de mettre en avant la raison d'être de la mutualité, c'est que ces définitions, ces valeurs ont été perdues au fil du temps. Elles ont été perdues aussi pour une autre raison. Tout à l'heure, quelqu'un disait parmi les intervenants, ce n'est pas un secteur, l'économie sociale et solidaire. C'est un autre modèle économique. Dans une société où, depuis des années, un seul et unique modèle économique est celui qui a été mis en avant et promulgué. Dans une société où il y a une pensée unique sur un modèle économique et sur une façon d'avancer et de développer une société pour arriver à une soi-disant prospérité, on est aujourd'hui à un niveau tel que le président de la République nous explique en plus qu'on n'est plus dans un moment d'abondance. Voilà, donc en gros, il ne faut plus gaspiller. Alors on n'appelle pas ça de la décroissance, on appelle ça de la sobriété. Certes, c'est une question de mots, de langage, de ce que vous voulez. Mais en fait, la réalité, elle est bien là. Elle est là, elle est ici. Et on devrait faire appel et on devrait se rappeler que l'économie sociale solidaire, la mutualité, les associations sont des acteurs qui n'ont jamais répondu aux impératifs et aux incantations d'un modèle de société économique qui n'était pas le leur. Et donc aujourd'hui, il faut se faire la place, il faut laisser la place à l'ESS et à la mutualité, mais on ne peut la laisser qu'à partir du moment où l'ESS, la mutualité française, les associations mettent bien en avant leurs spécificités, leurs différences, le fait qu'elles ne répondent pas des mêmes critères, qu'elles sont fondamentalement différentes dans leur façon de concevoir leur développement et de concevoir leur gouvernance des sociétés classiques qui sont celles qui nous ont amenés aujourd'hui à la crise que nous vivons. Ce que je dis est un peu vague, mais ça me paraît essentiel si on veut trouver ensuite des solutions partielles. Merci beaucoup. Merci à tous les trois pour cette première séquence.